Ce soir, massacre de civils en Ukraine. La réaction de la communauté ukrainienne canadienne avec Eugène Tcholy, consul honoraire de l'Ukraine à Montréal. Le GIEC appelle à une baisse draconienne de la production de pétrole pour éviter une catastrophe climatique. Le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, est avec nous. Le budget de jeudi, le plus difficile à boucler des 30 dernières années. L'analyse de nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le Canada a annoncé de nouvelles sanctions en réaction au massacre de civils ukrainiens commis à Boutcha, dans la région de Kyiv. En voyage en Finlande, la ministre des Affaires étrangères a affirmé que 18 proches des régimes de la Russie et de la Biélorussie seront bientôt soumis à des restrictions. À la Chambre des communes, les députés ont souligné ces exactions par une minute de silence et ils ont appuyé à l'unanimité une motion du NPD pour condamner les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre perpétrés par l'armée russe. Le premier ministre Justin Trudeau avait déjà condamné ces meurtres qu'il a qualifiés de choquants et de horrifiants. Ottawa a donc joint sa voix à celle de l'Union européenne et des États-Unis pour réclamer une enquête pour crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Voici la ministre Mélanie Joly. Le Canada était un des premiers pays à faire en sorte de demander au Tribunal pénal international de faire enquête sur ce qui se passe en Ukraine et au fait qu'il y ait des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qui soient commis par des dirigeants russes. Alors, on va continuer à soutenir le Tribunal pénal international. On va leur fournir plus d'appui, plus de ressources, parce que avant que les procédures puissent être enclenchées, il doit y avoir une enquête et l'enquête doit être bien soutenue. Alors, c'est pourquoi on va continuer de travailler avec le Tribunal pénal international, parce que c'est complètement inacceptable, c'est choquant, c'est inhumain ce qui se passe présentement en Ukraine. Et c'est là-dessus que je retrouve Eugène Tcholy, qui est avocat et consul honoraire de l'Ukraine à Montréal. Bonsoir, Maître Tcholy. Bonjour. C'est toute la communauté internationale qui a été choquée par ces images de massacres dans la région de Boutcha, en Ukraine. Je vous demanderai d'abord, vous, comment avez-vous réagi en voyant ces atrocités commises par l'armée russe? Écoutez, je pense que j'ai réagi comme n'importe quel être humain qui a vu à la télévision et sur les réseaux sociaux des gens qui étaient torturés, des gens qui étaient tués avec les mains liées derrière le dos, qui se retrouvaient sur les rues de Boutcha. Ce sont des scènes odieuses qui ne peuvent faire autrement que de provoquer le choc chez un être humain normal. Oui, parce que, bon, on sait que vos liens avec l'Ukraine sont très étroits. Est-ce que vous avez de la famille, des proches là-bas? Quels sont les témoignages que vous entendez qui viennent du terrain? Les témoignages qu'on entend, ce sont des témoignages d'horreur. Il est évident que la Russie a clairement réalisé que leur plan géopolitique initial d'envahir rapidement la capitale de l'Ukraine, de purger les autorités ukrainiennes et de prendre ainsi le contrôle de l'ensemble de l'Ukraine a subi un écrasant échec. Et qu'elle a changé de tactique pour cibler de façon quotidienne la population civile, détruire les structures civiles, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les résidences, et de forcer ainsi que la population ukrainienne abdique. Ce qui ne se produit pas. L'Ukraine tient la force et se défend de façon incroyable et admirable, mais justement, à raison de cette force incroyable qu'a démontré à la fois l'armée ukrainienne et la population ukrainienne,
malheureusement, la population ukrainienne est l'objet ou est devenue une victime sur une base quotidienne des crimes de guerre honteux. Et vous avez des proches de la famille sur place toujours? J'ai certains membres de ma famille qui sont à l'ouest de l'Ukraine et d'autres qui sont plus proches de Kiev. Et justement, un des membres de ma famille est plus éloigné a vu cette semaine que sa maison a été rasée. Oui, bon. Après la diffusion de ces images, l'Union européenne a discuté aujourd'hui de nouvelles sanctions contre Moscou, des nouvelles sanctions qui sont réclamées notamment par la France et l'Allemagne. Qu'est-ce que vous attendez de la part du Canada? J'espère que le Canada, comme pays de l'OTAN, mettra la pression nécessaire sur les autres pays de l'OTAN et sur le leadership de l'OTAN pour que l'OTAN réalise qu'il est dans le meilleur intérêt de tous les pays de l'OTAN, que l'OTAN s'implique de façon beaucoup plus efficace et qu'il fournit à l'Ukraine les armes nécessaires pour que l'Ukraine puisse, dans un premier temps, assurer l'exclusion de l'espace aérien ukrainien et arrêter ainsi les bombardements sans discernement sur les villes ukrainiennes. Dans un deuxième temps, de fournir les systèmes de défense anti-aérien, les systèmes de défense anti-navires et les systèmes de défense anti-chars pour permettre à l'Ukraine de repousser l'armée rouge aux frontières de la Russie et l'Ukraine. Ouais. Bon, je pense que le Canada, ce que je m'attends, c'est que le Canada communique de façon efficace le message que la meilleure garantie pour assurer la sécurité, la paix, la sécurité et la stabilité dans les pays de l'OTAN, surtout ceux en Europe, c'est justement de permettre à l'Ukraine de réussir à sécuriser son territoire et ses frontières. Oui, on verra aussi s'il y aura des décisions concernant de nouvelles sanctions imposées à la Russie. Entre-temps, pour revenir sur ce qui se passe sur le terrain, plusieurs leaders politiques ont parlé d'un possible génocide par les Russes en Ukraine. Certains réclament la comparution des coupables devant la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Est-ce que vous avez espoir que les coupables vont finir par payer pour leurs crimes en Ukraine? Je pense que comme n'importe quel être humain normal, j'espère que des crimes ne seront pas sans conséquences et que la punition va être aussi sévère que l'a été le crime. Il est clair que je pense qu'on peut enlever le mot génocide possible, on peut enlever le mot possible. Je pense qu'il est évident, regardant les scènes qui se produisent en Ukraine depuis le 24 février, que c'est une guerre génocidaire et que des crimes de guerre sont commis sur une base quotidienne. Alors, il est évident que les coupables, en commençant par le despote ukrainien, Poutine, devront comparaître devant la Cour internationale pénale et subir les conséquences de leurs gestes. Oui, parce que entre-temps, vous savez que les Russes ont nié que ces massacres de Boutcha se sont produits. Ils se défendent en disant que ce sont en fait des images truquées, que ce sont des mises en scène dans des vidéos qui ont été falsifiées. Ils parlent de fake news. Comment vous réagissez à cette défense des Russes? Je pense que comme n'importe qui d'autre aujourd'hui, je pense que il est évident que Poutine ment comme il respire et il n'y a personne qui prend au sérieux ses déclarations. Et donc c'est évident. Je pense que les images
qu'on voit un peu partout à l'Ukraine. Lorsqu'on regardait, à titre d'exemple, les missiles, les frappes militaires sur la plus grande station nucléaire à Zaporizhzhia, ça choquait tout le monde et pourtant c'était nié par la Russie. Ouais. Donc je pense que aujourd'hui, il me semble que seuls des gens qui veulent absolument appuyer Poutine pour des raisons qui dépassent l'entendement. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui prend au sérieux ces affirmations ou ces négations. Eugène Tchouli, je rappelle que vous êtes avocat, consul honoraire de l'Ukraine à Montréal. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci. Merci de m'avoir invité. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a présenté aujourd'hui un nouveau rapport alarmant sur les changements climatiques. Selon le GIEC, la planète se dirige tout droit vers la catastrophe en raison des promesses vides des différents pays en matière de climat. Limiter la hausse de la température mondiale pour éviter le pire est encore possible, selon le GIEC, mais pour ça, il faut plafonner les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2025, donc d'ici 3 ans, un objectif qui est loin d'être atteint. Selon le GIEC, les solutions passent entre autres par l'électrification des transports et la construction d'infrastructures plus durables. Mais par-dessus tout, les gouvernements doivent cesser immédiatement d'approuver tout nouveau projet d'énergie fossile. Je retrouve le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Stephen Guilbeault. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Esther. Dans son nouveau rapport, le GIEC calcule aussi qu'il faudrait laisser jusqu'à 5 000 milliards de dollars de combustibles fossiles dans le sol pour éviter une catastrophe climatique. Est-ce que le temps est venu pour le Canada de cesser d'exploiter davantage les combustibles fossiles et retirer des projets comme celui de Baie-du-Nord, par exemple? D'abord, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse dans votre question. Lorsqu'on regarde le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui a été publié juste avant la conférence sur les changements climatiques en novembre dernier, on nous dit qu'on va passer d'un monde où on produit aujourd'hui autour de 100 millions de barils de pétrole à un monde en 2050 où nous n'en produirons plus que 25. Donc, une diminution de 75%. Et le GIEC reconnaît ça également. Alors, dans un cas comme dans l'autre, il est clair que nous allons devoir réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. Et c'est exactement ce que le plan que j'ai présenté la semaine dernière propose. Donc, un parc de voitures qui électriques ou hydrogène à 100% sans émissions d'ici 2035. Un réseau électrique canadien carboneutre d'ici 2035 également. Une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz, plus que ce secteur-là n'a jamais fait en termes de réduction d'émissions. Donc, nous sommes inspirés évidemment de la science du GIEC pour faire ce plan-là et de la science évidemment qu'on peut retrouver au Canada. Et pour ce qui est du projet de Baie-du-Nord, évidemment, la réponse, ça sera toujours d'ici 2 semaines, c'est ça? Oui, effectivement, mais Baie-du-Nord, pas Baie-du-Nord, ce que je vous dirais, c'est que dans le plan que nous avons déposé, ce plan-là repose sur plusieurs sources d'informations, notamment le dernier rapport de la Régie de l'énergie du Canada, qui est un régulateur indépendant qui ne relève pas, sur lequel le gouvernement n'a pas de contrôle. Et dans ce rapport-là, la Régie prévoit d'ici 2030 une augmentation de la production de pétrole et de gaz d'ailleurs. Et nous, on a intégré tout ça dans notre plan et on a réussi quand même à démontrer comment on peut arriver à atteindre nos objectifs de 2030 dans différents secteurs, notamment le secteur du pétrole et du gaz. C'est pourquoi, quand mon collègue, le ministre Wilkinson, a annoncé 300 000 barils de pétrole équivalent de plus par jour pour l'Europe, les gens ont dit, est-ce que ça affecte votre plan? Est-ce que ça affecte les objectifs? Pas du tout. C'était prévu dans le plan. Alors, on verra ce qui va se passer avec Baie-du-Nord, mais notre plan n'est pas dépendant de l'arrivée ou non d'un projet pétrolier ou autre dans le contexte canadien. Oui. Sur les subventions à l'industrie pétrolière, le GIEC réclame la fin des subventions au secteur pétrolier pour justement espérer atteindre les cibles de l'accord de Paris. C'est ce que demande aussi le NPD. C'était une promesse électorale. Ouais. Est-ce que le temps est venu pour le Canada d'éliminer toutes les subventions à l'industrie pétrolière? Est-ce qu'on en est là?
Ben absolument. C'est d'ailleurs pourquoi, lors de la dernière campagne électorale, nous avons pris l'engagement de les éliminer 2 ans plus tôt que nos partenaires du G20. Alors, l'engagement pour le G20, c'est de les éliminer d'ici 2025. Nous avons pris l'engagement de le faire d'ici 2023. Vous avez raison de dire que ça fait partie de l'entente avec le NPD également. Alors, moi, je suis confiant qu'on va voir des progrès sur cette question-là au cours des prochains mois au Canada. On va suivre ça. Je vais revenir avec vous sur votre plan de 9 milliards que vous avez annoncé la semaine dernière. On le sait, vous avez fixé un objectif de réduction des gaz à effet de serre moins ambitieux pour les industries pétrolières et gazières par rapport à votre plan général. En fait, c'est 31 par rapport aux 40 pour les secteurs, le plan général. Pourquoi avoir demandé moins à l'industrie pétrolière et gazière? D'abord, le plan, c'est pas du mur à mur pour chaque secteur. Alors, on a étudié attentivement la possibilité de décarboniser les différents secteurs, les technologies disponibles, les techniques, je pense notamment dans le secteur agricole. Et c'est pour ça que tous les secteurs ont des cibles différentes. Alors, ça va de -1 à -87. Pourquoi? Bien, -1 parce que le secteur de l'agriculture, on comprend que ça va prendre des années. On parle de 200 000 entreprises agricoles au pays. Donc, de changer tout ça, ça va être long et on va en faire une partie avant 2030, mais le gros du travail va se faire après 2030. Alors que dans le secteur de l'électricité, on a déjà adopté il y a plusieurs années un projet de loi pour éliminer la production d'électricité à partir du charbon au Canada. Alors ce secteur-là a déjà commencé, a déjà amorcé sa décarbonisation. Donc dans ce cas-là, on arrive à -87 % de réduction d'ici 2030. C'est vrai que le pétrole, c'est -31. C'est moins exigeant que le secteur de l'électricité, mais plus exigeant que le transport ou l'agriculture. Et quand on regarde par rapport où sont les compagnies pétrolières aujourd'hui, c'est une réduction de 42 % de leurs émissions. Donc, on leur demande d'ici 2030, on est en 2022, de réduire de 42 %. C'est excessivement ambitieux, mais on pense que c'est réalisable. Bon. En conférence de presse aujourd'hui, vous avez rappelé que les questions de production énergétique sont de compétence provinciale. Hier, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a réagi à votre plan de réduction des gaz à effet de serre présenté la semaine dernière. Il dit, que c'est insensé, il promet de combattre avec tous les moyens possibles. Est-ce que ça va être difficile de réaliser votre plan si ce n'est pas toutes les provinces qui embarquent finalement? Je vous avouerai bien honnêtement que nous devons, hélas, nous battre contre plusieurs provinces canadiennes en matière de lutte au changement climatique. Sur la tarification carbone, on a dû aller jusqu'en Cour suprême, alors que l'Alberta, la Saskatchewan, l'Ontario et même le Québec, je dois hélas le déplorer, s'opposaient à ce qu'on puisse faire ça. Nous avons gagné, nous allons de l'avant. L'Alberta poursuit le gouvernement fédéral sur l'évaluation environnementale parce qu'on va avoir un meilleur régime. Nous avons en fait un meilleur régime d'évaluation environnementale. L'Alberta s'y oppose. Le Manitoba s'est opposé à l'application. Donc, ils ne se sont pas opposés au concept de tarification carbone, mais ils se sont opposés à l'application qu'on proposait d'en faire. Ils nous ont poursuivis. Finalement, on a gagné. Ils ont abandonné la poursuite. Mais effectivement, le Canada pourrait faire beaucoup plus si tout le monde décidait de travailler ensemble là-dessus. J'espère que ce sera le cas un jour. Bon, le temps file. Je veux vous entendre sur la taxe sur le carbone dont la hausse de 25 % est entrée en vigueur, on le sait, vendredi dans les provinces où elle s'applique. On est en pleine poussée inflationniste. Le prix de l'essence atteint des sommets. Les budgets des ménages canadiens en sont grandement affectés. Les conservateurs aux communes vous accusent d'être irresponsables avec cette hausse. Qu'est-ce que vous répondez aux conservateurs? 3 choses. D'une part, les conservateurs parlent de ça et ne parlent jamais de ce qu'eux feraient dans le cadre de la lutte au changement climatique. Je vous rappelle que les impacts des changements climatiques tuent à chaque année des centaines de personnes au Canada. Que les impacts des changements climatiques coûtent aux Canadiens, aux Canadiennes des milliards de dollars, d'une part. D'autre part, ce que les conservateurs ne vous disent pas non plus, c'est que 95 % de la hausse du prix à la pompe est le résultat de ce qui se passe sur les marchés mondiaux avec le pétrole brut et de taxes provinciales et les marges de raffinerie. Alors que la tarification carbone ne contribue que pour 5 % de l'augmentation que l'on voit d'une part. Et troisièmement, présentement, 8 familles sur 10 dans les provinces où le programme fédéral s'applique reçoivent plus d'argent du système de la tarification carbone que ce que le système ne leur coûte. Alors, ces familles-là
ont plus d'argent dans leur poche grâce à ce qu'on fait au niveau fédéral. Seulement les plus riches en ont pas. Alors moi, que les plus riches en aient pas, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Je pense que notre système est l'un des meilleurs. C'est d'ailleurs le Fonds monétaire international qui dit, écoutez, bien des pays devraient prendre exemple sur le système canadien de tarification du carbone. Et je pense que nous allons continuer d'aller de l'avant avec ce système-là. Ouais. Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Bien. Merci à vous, Esther. Au revoir. On va maintenant discuter du budget qui sera présenté jeudi à la Chambre des communes par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, avec nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. On dit que c'est le budget de toutes les difficultés, un budget post-pandémique dans une économie inflationniste impactée par la guerre en Ukraine. Geneviève, mon collègue Joël Denis Bellavance de la presse nous disait la semaine dernière que ce serait en fait le budget le plus difficile à boucler des 30 dernières années. Est-ce que vous partagez son point de vue? Oui, je suis plutôt d'accord avec son point de vue parce que, comme vous venez de le dire en introduction, il y a toutes sortes de facteurs qui viennent s'ajouter à cet exercice-là. Puis ensuite, c'est le deuxième budget de Chrystia Freeland, alors que le premier nous avait un peu laissé sur notre faim. L'an passé, c'était son premier budget à titre de ministre des Finances et il y avait beaucoup de sommes qui allaient être consacrées à la COVID, mais on nous avait dit, attendez au prochain budget où là, on va vous annoncer en détail les différentes initiatives. Je pense qu'on parlait d'à peu près 70 millions de dollars, ce qui était 70 milliards de dollars, ce qui était considérable. Et donc, à cela s'ajoute, oui, l'inflation, oui, la guerre en Ukraine, et sans oublier le fameux pacte aussi entre les libéraux et les néo-démocrates. Alors, c'est un mélange un peu explosif parce que ça peut aller dans tous les sens. Puis le danger avec ça, c'est qu'on perd de vue le message principal. Qu'est-ce que veut faire exactement le gouvernement? Il peut pas tout faire. Alors, c'est quoi sa ligne de conduite là pour la prochaine année? Ça va être ça la difficulté de Mme Freeland, de nous convaincre de ses bonnes intentions puis de la solidité de son message. Oui, c'est ça, parce que Daniel, Geneviève dit que ça peut aller dans tous les sens. Il faut dire qu'il y a plusieurs demandes à satisfaire. Évidemment, celle du NPD, mais aussi celle de l'OTAN, celle des Canadiens qui subissent les effets de l'inflation. Qu'est-ce que vous vous attendez à voir dans ce budget et qu'est-ce qu'on y retrouvera pas dans ce budget, selon vous? Oui, bon, c'est une bonne question. Là, je suis pas devin, hein, je fais pas de prédiction, mais quand même, c'est sûr qu'on va voir une augmentation des dépenses militaires et qu'on va certainement se rapprocher ou dépasser les 2% du PIB assez rapidement. Ça, c'est à peu près, je pense que c'est un incontournable. On va aussi trouver des mesures pour, je pense, aider les Canadiens face à l'inflation. Mais là, il pourrait y avoir des surprises. Hein? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le budget? Si on regarde ce que les provinces qui ont présenté des budgets jusqu'à maintenant ont fait, il y a beaucoup de variations d'une province à l'autre dans les réponses qu'on a apportées à ce défi-là. Il y a aussi évidemment tous les ajouts qui sont liés à l'accord ou le pacte là, avec le NPD. Mm-hmm. Donc, on va voir en matière d'assurance dentaire, couverture dentaire, et aussi on va voir s'il y a des éléments pour ce qui est de l'assurance médicaments aussi déjà dans le budget. Mm-hmm. Donc ce qu'on verra pas, je pense, c'est qu'on n'aura pas tout, évidemment. On pourra pas tout faire en même temps. Et la question, c'est de savoir comment on va étaler ça au cours des prochaines années, surtout qu'on parle maintenant d'une stabilité anticipée là, pour trois ans, là, plus de 3 ans de durée de vie, cet accord-là avec entre les libéraux et le NPD, si ça dure. Et donc, ça pourrait quand même aider un peu, même si c'est très difficile, comme le dit Geneviève. Je pense que le fait qu'ils aient déjà l'accord anticipé du NPD pour ce budget-là, qui ont déjà parlé avec eux, évidemment, à ce sujet-là, et aussi qu'ils ont cette période de plus de 3 ans, ça peut leur donner un peu plus de temps pour planifier. Oui, c'est ça. C'est comme le premier grand test de cette alliance entre le NPD et les libéraux qu'on va voir jeudi. Geneviève, vous vous attendez à voir quoi dans ce budget, à ne pas voir dans ce budget de votre côté? Allons-y sur ce que je ne pense pas voir. Le retour à l'équilibre budgétaire, qui était sans doute une question pertinente il y a quelque temps, où on se disait, ben c'est bien beau toutes les sommes, les milliards, les centaines de milliards de dollars qu'on a dépensés, mais comment est-ce qu'on va revenir à l'équilibre budgétaire? Puis là, avec les nouvelles dépenses qui s'ajoutent, les dépenses en défense, les dépenses avec le PAC, avec le NPD, ça va devenir un exercice encore plus difficile de la part du gouvernement.
à moins qu'ils décident d'y aller aussi avec des façons d'augmenter les revenus, mais ça, on n'en a pas parlé beaucoup. Alors, je m'attends pas non plus à de grandes initiatives de ce côté-là. Et ceux qui vont être déçus, à mon avis, ça va être les provinces, parce qu'en consacrant énormément d'argent pour les deux programmes phares, soins dentaires et assurance médicaments, ben ça fait moins d'argent disponible pour la santé. Et les provinces réclament des montants sans condition, c'est-à-dire donnez-nous de l'argent, nous on va savoir comment le dépenser. Et je pense que les provinces vont être déçues à cet égard-là. Oui, c'est ça. Daniel, vous pensez aussi qu'on ne retrouvera pas de paiement de transfert en santé dans ce budget? Ouais, pas d'augmentation permanente, peut-être des sommes supplémentaires pour ce qui est de la pandémie, parce qu'on est rendu à la 6e vague maintenant, alors ça continue. Mais c'est vrai que l'augmentation qui est demandée par les provinces, on sait bien qu'Ottawa ne veut pas accorder cette augmentation majeure-là, permanente. Des transferts en santé. Ce qu'on pourrait retrouver dans le budget quand même, Geneviève a parlé des sources de revenus, peut-être une augmentation du fardeau fiscal pour les mieux nantis. Donc pour les plus riches, c'est une possibilité. Et ça ferait l'affaire du NPD, évidemment, qui demande une augmentation d'impôts là, pour les contribuables les plus aisés. Alors, mais ça rapportera pas assez d'argent, si vous voulez, pour compenser, je pense, les nouvelles dépenses. Donc, je suis d'accord avec Geneviève. L'équilibre budgétaire, ça va être quelque chose qui va rester à l'horizon et pas à court terme. Oui, ben justement, Geneviève, pour poursuivre sur l'équilibre budgétaire, l'ampleur du déficit, le gouvernement Trudeau, faut le rappeler, a jamais rencontré ses cibles budgétaires depuis les 7 ans qu'il est au pouvoir. On se rappelle qu'il avait fixé le déficit à 10 milliards. On est loin de ça, évidemment, c'était avant la pandémie. Est-ce que la gestion du déficit, c'est un grand test de crédibilité pour Chrystia Freeland, cette fois-ci, vous pensez? Je ne pense pas, dans ce sens qu'elle est la bonne porte-parole du gouvernement Trudeau. Et pour le premier ministre, je pense que c'est clair que le déficit, c'est pas un problème. Puis effectivement, il y a des arguments dans les deux sens. On peut très bien vouloir lutter contre le déficit, mais en même temps, si on regarde combien ça nous coûte alors que les taux d'intérêt sont excessivement bas en ce moment, qu'on est aussi dans une des positions les plus enviables de la plupart des pays sur la planète, pas tous, mais un bon nombre, on peut se demander si c'est vraiment important de lutter contre le déficit. En même temps, le problème, c'est que pendant des années, on s'est serré la ceinture au Canada, dans les années 90, les années 2000, pour justement atteindre l'équilibre budgétaire. Puis on a l'impression qu'on a un peu balayé ça du revers de la main. Donc, il y a un peu cet équilibre-là entre trouver le juste milieu. Oui, peut-être un certain déficit. Vous l'aviez dit, 10 milliards de dollars, ça, je pense qu'on aurait été capable de l'assumer. Mais rapidement, le gouvernement, à l'époque, l'avait monté à 30 milliards. Alors, est-ce qu'on fait un petit déficit ou est-ce qu'on fait aussi des dépenses supplémentaires? Puis, on n'a jamais eu cette conversation-là, cette discussion-là au pays sous les libéraux. Puis, je pense pas qu'on va l'avoir avec Mme Freeland, qui est davantage une personne qui va livrer la marchandise. Qu'est-ce que le premier ministre veut? Ben, elle va l'offrir. Par exemple, les programmes qui ont été négociés avec le NPD. Oui. Daniel, est-ce que, avec toutes les dépenses reliées à la pandémie au cours des dernières années, ça a justement changé notre vision du déficit, de l'importance à l'équilibre budgétaire, à nos attentes par rapport à tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Je pense déjà qu'il y a un changement de cap qui a été pris en 2015, durant la campagne fédérale où Justin Trudeau s'était déplacé à la gauche de Tom Mulcair et le NPD en disant, nous, là, l'équilibre budgétaire à court terme, c'est pas urgent, c'est pas une priorité. Et donc, je pense que c'est vraiment associé même au gouvernement Trudeau en tant que tel, à leur philosophie, à leur approche. Mais la pandémie a exacerbé cette tendance-là. C'est encore plus clair maintenant que le déficit zéro, c'est vraiment pas un objectif. Et c'est vrai que les taux d'intérêt très bas, à court terme, en tout cas, c'est possible de continuer à dépenser beaucoup. Mais si les taux d'intérêt se mettent à augmenter plus rapidement, ben là, il va falloir passer à la caisse et payer. Alors, il faut quand même être prudent. Et je suis certain que les conservateurs vont critiquer ce budget-là sur le plan de la prudence budgétaire, parce que je m'attends quand même à des dépenses importantes. Oui. On peut s'attendre à ça. Geneviève et Daniel, merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 4 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.